insister l'intérêt qu'on porte sur le pivot central. Oui. Parce que le centre de genou, parce que tout à l'heure on a parlé du genou, il faut l'intégrer pour la hanche et pour la cheville. Bien évidemment, ce centre mécanique du genou, ça coïncide avec l'axe mécanique au niveau de la hanche, c'est-à-dire le fémur, et également le segment jambier, et ça passe toujours par le centre de genou. Et vous imaginez chaque fois qu'il y a une modification de ce centre de genou, donc il y a une mauvaise répartition des contraintes et par conséquent un problème de cherchage qui peut aboutir effectivement des lésions ligamentaires, méniscales et cartilagineuses. Alors ce coefficient peut effectivement faire une synthèse de ce genou osseux, parce que tout à l'heure on a dit que la morphologie osseuse est responsable de l'instabilité. Et là on a démontré que le compartiment latéral, il y a une mauvaise incongruence. Mauvaise incongruence parce que vous avez le condyle, il est convexe, le tibia, il est convexe. Donc nous avons démontré qu'on pourrait une incongruence articulaire. Et pourtant, le compartiment fémorotibial latéral reste toujours stable, immobile, et c'est là, donc c'est au dépend de structures sacro-ligamentaires. On a démontré également qu'il y a une déportation physiologique ligamentaire. Rappelez-vous qu'on a dit le niveau des condyles. Le condyle latéral, il est beau, il est ressorti par rapport au condyle médial. Ça explique cette décortation, ça explique cette tension au niveau des ligaments latéral externe, et ça explique effectivement qu'on doit toujours les prendre au sérieux. Ils sont beaucoup plus chirurgicales plutôt que les structures de côté médial. Et bien évidemment, chaque fois qu'il y a une lésion ligamentaire, cette instabilité physiologique du compartiment latéral va aggraver les lésions ligamentaires à distance. D'abord, le compartiment médial, c'est un compartiment qui est stable et qui est effectivement mobile. Oui. Donc, après avoir décrit le genou osseux avec sa morphologie et la géométrie particulière, on va voir comment ces structures ligamentaires vont assurer, malgré effectivement cette morphologie et cette géométrie particulière du genou, comment ces ligaments vont assurer un mouvement synchrone au niveau du genou. Donc c'est surtout effectivement les structures ligamentaires, donc le genou ligamentaire, c'est l'ensemble des éléments capsulaires ligamentaires, et c'est une unité physiologique, on dit effectivement que ça intervient dans la stabilité, passive, par active, parce qu'on dit active c'est les muscles, et c'est le principal verrouillage du genou, surtout pour les mouvements rotatoires. On ne peut pas effectivement marcher, on ne peut pas effectivement déambuler s'il n'y a pas de système de verrouillage pour le genou, même si vous avez une hanche qui est normale, même si vous avez la cheville qui est normale, un genou qui n'est pas verrouillé, ben le reste de tout le membre inférieur va effectivement être défaillant. Donc on se divise un groupe central, qui est essentiellement le pivot central, c'est le ligament croisé antérieur, c'est le ligament croisé postérieur, et les groupes périphériques, médial, latéral et postérieur. On va commencer par le plus important que le niveau, et qui est connu par les chirurgiens parce que c'est lui que l'on perd plus. Tous les orthopédistes, effectivement, le connaissent parce que il est très chirurgical. Et il est caractérisé par sa fragilité, ça explique la fréquence accrue de ces ligaments, ça explique les interventions, souvent, effectivement, pour ce ligament. Un point très important, c'est que c'est un ligament qui est mal irrigué, qui est mal vascularisé, essentiellement dans sa partie moyenne, dans sa partie corporelle. C'est là aussi effectivement le maximum de rupture. Donc on ne peut pas assister effectivement à une réparation, une cicatrisation spontanée. Il faut agir, il faut être dynamique pour les ligaments. C'est le principal verrouillage du genou. Il faut l'opérer. Bien évidemment, avant de faire, il est important de se rappeler l'anatomie, la biologie et la biomécanique pour qu'on puisse faire, chaque fois qu'on veut opérer les ligaments, rendre donc le plus proche d'un ligament normal, c'est-à-dire un genou qui est normal, un genou qui est mobile, stable et indolent. Alors, pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour faire une bonne ligamenoplastie, donc on doit prendre effectivement les insertions aussi bien du côté fémoral que du côté tibial, pour que notre ligament, qu'on voit effectivement, soit artificiel, soit effectivement donc répond effectivement le plus sur cette porte de l'anatomie pour qu'on puisse effectivement réaliser une bonne ligamenoplastie. L'insertion fémorale, c'est toujours donc la face axiale du condyle latéral, parce que c'est un ligament qui est antéro-latéral, et très important, il est très postérieur, c'est au niveau du le cartilage dans sa partie postérieure qui rejoint la corticale postérieure. L'insertion tibiale, ben, elle se passe au niveau du tibia, donc dans la partie antérieure de l'espace respiratoire. Il est constitué, puisque c'est un ligament qui est énergique, qui se pose pas mal de mouvements, de deux faisceaux, essentiellement un faisceau qui est antéromédian et un faisceau qui est postéro-latéral, pour toujours insister, rappeler
le système vasculaire il fait défaut. Donc c'est quelques rameaux au niveau de cercle artériel, donc la situation est précaire. Alors quand on voit le genou, l'échancrère, donc l'échancrère intercondylien, le centre du genou pour le rappeler également, on voit effectivement le ligament croisé antérieur, donc là, dans l'insertion préspinale. Regardez, donc il commence en éventail, il se rétrécit dans sa partie moyenne, et puis donc l'insertion au niveau du côté fémoral, pour dire effectivement donc, la différence de forme, donc dans sa partie moyenne, on a dit effectivement que l'échancrure, des fois chez certains sportifs ou des malades, il est étroit, il est prédisposé, donc ça expose ce qu'on appelle un conflit entre la partie médiane et l'échancrure. Donc un conflit avec le frottement, ça finira par se sceller, ça fait effectivement par la rupture de ces ligaments. Oui. Alors on a dit effectivement c'est un ligament qui est robuste, par conséquent il y a deux faisceaux, le faisceau postérieur et le faisceau antérieur. Oui. Quand on voit son aspect arthroscopique, maintenant c'est là, on parle des enfants, c'est le sportif, donc c'est toujours la chirurgie arthroscopique, d'accord? Et il faut toujours se rappeler son aspect arthroscopique qui est tendu, d'accord? Quelle que soit la position du genou. Et on peut effectivement, en pararthroscopique, ça va être démontré par tout ça par C, qu'on peut effectivement le tirer pour voir est-ce que vraiment c'est un ligament qui tient, on ne tient pas. Des fois, effectivement, il y a une désinsertion, et qu'est-ce qu'il fait? Il se couche en arrière et il s'arrache, donc il va en contact avec le croisé postérieur, même entier, on peut dire effectivement qu'il est en place alors qu'il est rompu. Oui. Alors, c'est très important de déterminer c'est quoi effectivement les contraintes auxquelles effectivement le service de ce ligament pour comprendre le mécanisme de rupture et dégager quelques mesures de prévention. Pour le genou, l'extension. L'extension pour le genou ou l'hyperextension, c'est le mouvement aussi pour le ligament croisé parce qu'il vient en avant d'être plaqué contre l'échancrure et il gêne effectivement le phénomène de conflit. Donc le ligament, il est vertical et il est tendu. Alors quand le genou est en flexion, et le ligament il est horizontal, il est détendu, et rappelez-vous effectivement, on a dit que les rotations, c'est nocif, c'est là effectivement où le ligament, donc n'importe quelle rotation reste toujours tendu. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de cette notion biomécanique? Une fois il est vertical, il est tendu, il est près de l'échancrure, donc chaque fois qu'il y a une hyperextension, soit effectivement le classique mécanisme chute dans le vide, ou carrément la contraction brutale du quadriceps, on peut voir effectivement une rupture de ligament croisé antérieur. Également, chaque fois qu'il y a de la rotation, malgré que en flexion il est détendu, mais la rotation du valgus, notamment effectivement, peut entraîner les ruptures. Oui. Il y a bon. Alors regardez ici par exemple, dans mon extension, donc il devient vertical, c'est un écrasement contre l'échancrure. Alors quand elle est en flexion, elle est détendue, il n'y a pas de problème. Et chose très importante quand on fait les rotations, pourquoi les rotations sont aussi? Parce que le ligament il s'enrôle contre le ligament croisé postérieur et il reste effectivement exposé au n'importe quel traumatisme. Le rôle physiologique, ça tout le monde le connaît, donc il contrôle bien évidemment les élèves, le conduit latéral, qui est un conduit effectivement compartiment d'instabilité et de mobilité, et contrôle la rotation, on l'a dit tout à l'heure, et limite la subluxation, c'est-à-dire le tiroir antérieur du tibia. Ouais. Normalement, quand vous avez un genou, en principe, il n'y a pas de mouvement anormal. Il y a toujours les structures. Quand on tire en avant, le tibia ne vient pas parce qu'il n'est pas tiré en tête, parce qu'il y a un ligament croisé qui tient. Regardez ici par exemple, hop, il n'y a plus de ligament, le tibia vient en avant, donc c'est un véritable tiroir antérieur. Et là, le classique test avec l'examen qui va être exposé par nos amis tout à l'heure, c'est le test de la Kman, genou en flexion. Regardez effectivement la subluxation antérieure du genou. Ouais. En tant qu'orthopédiste, en tant effectivement que chirurgien, nous effectivement on se rappelle un point de vue biologique anatomique.